Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 2 octobre, il est l'heure de l'info. Fin septembre, le ministère de l'Agriculture a publié son dernier bilan concernant la fièvre catarrhale ovine. La Meuse est désormais l'un des foyers les plus propices à la propagation. On fait le point dans ce journal. Les entreprises de plus de 11 salariés doivent effectuer certaines formations sur diverses thématiques. En Meuse, un centre dédié les dispense, il est agréé. Nous vous proposons de le découvrir dans ce JT. Le centre ressources illettrisme de la Meuse lutte contre l'analphabétisation ou encore l'électronisme. Il est géré par une association qui compte aujourd'hui une quarantaine de bénévoles. On en parle avec notre invité à la fin de ce journal. La fièvre catarrhale ovine continue de faire des ravages dans de nombreuses fermes du Grand Est. Elle impacte durement les élevages et cause d'importantes pertes financières. Malgré la situation critique, Daniel, un éleveur à Bar-le-Duc, tente de limiter les dégâts. Nous l'avons suivi pendant sa période d'échographie pour essayer de comprendre les impacts de cette maladie sur ses bêtes. Un reportage de Mathis Grenier et Julien Debruyne. Des moutons en pleine santé, pour le plus grand plaisir de leur propriétaire, Daniel. Mais derrière cette tranquillité apparente se cache une menace grandissante. La fièvre catarrhale, cette maladie virale transmise par les piqûres d'insectes, cause de fortes fièvres et des inflammations chez les animaux. Pour les agriculteurs, c'est un véritable fléau. Les agriculteurs les plus touchés, c'est beaucoup de pertes de brebis, des brebis qui meurent, des fois par dizaines, un pourcentage du troupeau assez important. Et aussi au niveau gestation, qui a un impact très fort parce que les bêtes montent en température et provoquent donc des problèmes de gestation avec des brebis qui avortent, des agneaux qui meurent ou des brebis qui ne prennent pas le bélier quand c'est les périodes, quoi. Si Daniel a eu la chance de préserver la majorité de ses bêtes, d'autres éleveurs ne sont pas autant épargnés. Dans certaines fermes, la maladie fait des ravages, entraînant des pertes financières colossales. Des conséquences économiques importantes avec les pertes de brebis qu'il faudra recapitaliser derrière et surtout le nombre d'agneaux qui ne seront pas présents pour la vente ultérieure. Et effectivement, économiquement, ça risque d'avoir un impact très lourd. Donc là, on est en train de repasser tout un lot de brebis là, qui ont été mis au bélier au mâle au mois de juillet. Et donc là, on est en train de faire les échographies pour voir l'état de gestation des brebis. Et là, on identifie les brebis qui sont pleines. Beaucoup de codes FCO. Et du coup, on constate, nous, en échographiant, que certaines brebis, malades ou non, ont des gestations qui ne tiennent pas, en fait. Soit elles avortent, soit les embryons sont morts dans les brebis. La lutte contre la fièvre catarrhale est difficile. Depuis le début de l'épidémie en Meuse, les agriculteurs manquent de vaccins. Je ne sais pas comment l'État ou même les vétos peuvent gérer cette situation-là. En tout cas, aujourd'hui, il manque de vaccins, ça c'est sûr. Visiblement, pour la FCO3, ça s'est pas trop mal géré. Maintenant, il faut voir pour la 4 et la 8, qui sont les deux autres FCO qui pourraient arriver dans notre secteur, en tout cas. On va voir. Pour l'instant, on ne sait pas. Dans cette situation de crise, les éleveurs s'accrochent à l'espoir d'un vaccin plus accessible pour sauver leurs troupeaux. En attendant, c'est la vigilance et l'entraide qui priment. Selon les données du ministère de l'Agriculture, au 26 septembre 2024, 3743 foyers de fièvre étaient recensés en France. Et dans ce contexte, la région Grand Est a adopté une motion de soutien aux éleveurs frappés par cette fièvre lors de l'assemblée plénière du 26 septembre. Cette épidémie qui touche les ovins mais aussi les bovins menace les élevages de la région. Pour répondre à cette urgence sanitaire et économique, des aides financières et des dispositifs d'accompagnement devraient être mis en place. En attendant, les élus régionaux expriment leur solidarité et demandent à l'État d'accélérer les indemnisations pour les agriculteurs les plus touchés. SSCT, ces initiales ne vous disent sûrement rien et pourtant elles font partie des indispensables pour les entreprises. Santé, sécurité et conditions de travail, si je traduis. Chaque structure de plus de 11 employés doit avoir un comité social et économique formé à ces thématiques. En Meuse, le Préventest est le seul centre de formation à pouvoir les dispenser. C'est un public reportage signé Nicolas Fontaine et Gaël Bossu. Santé, sécurité, conditions de travail, harcèlement sexuel ou encore agissement sexiste.
Autant de thématiques essentielles et obligatoires dans le monde des entreprises de 11 salariés et plus. Préventest, organisme de formation agréé et certifié, dispense ces formations destinées au CSE, le comité social et économique des entreprises. Notre objectif est ça, de créer une union complète avec d'un côté salarié, d'un côté employeur, mais dans le même sens, le sens de la construction. L'entreprise, la seule au Marnaise agréée à dispenser ce type de formation, emploie 4 personnes à temps plein et a déménagé dans la pépinière des Portes de Meuse en mars dernier. Le petit plus, une salle de formation au même endroit que leur bureau. Aujourd'hui, ça nous permet de réunir plusieurs entreprises en même temps, à des coûts forcément moindres pour l'entreprise. La pépinière a parfaitement joué son rôle tremplin. Aujourd'hui, eux ont eu l'opportunité de pouvoir venir ici et pour eux, c'est un facteur de développement génial, quoi, et à moindre coût. Ils sont en plein développement par rapport à ça depuis qu'ils sont là. Parce qu'ils ont des locaux, ils ont une aisance de travail et une salle de formation qui leur va bien. En 2024, Préventest a formé plus de 1300 personnes partout en France. L'entreprise souhaite désormais passer de 30 à 50 formateurs. Est-ce que vous connaissez le CRI, le Centre de ressources illettrisme de la Meuse? Il est géré par le Centre de documentation sociale. Cette structure joue un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés avec la langue française ou encore avec la technologie. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes justement le directeur. Alors concrètement, c'est quoi le CRI et quel est le rôle du Centre social de documentation? Alors le CDS, pour les intimes, Centre de documentation sociale, c'est une association qui est basée en Meuse et le Centre de ressources illettrices que vous avez présenté, c'est en fait le réseau bénévole qui intervient auprès des personnes en difficulté effectivement avec le français. Alors concrètement, quelles sont vos missions? Les missions, alors elles sont essentiellement donner des cours, si je peux dire ça comme ça, les cours de français, donc en fonction des besoins des personnes. Vous avez des personnes qui sont scolarisées, donc c'est du soutien, des personnes qui sont adultes, qui sont sur un projet de formation, c'est du soutien aussi, ou des gens simplement, ils ont un besoin d'acquérir les rudiments du français pour pouvoir entrer en emploi, pour pouvoir simplement vivre leur quotidien sans difficultés qui peuvent se présenter à eux. Alors vous avez tout type de public, vous venez de le dire. Concrètement, quelles sont les plus fortes demandes que vous avez? Les demandes qu'on a, c'est en fonction aussi des flux migratoires. On ne va pas se leurrer, nous avons à peu près 70% des personnes, ce sont des migrants, des gens qui ne sont même pas francophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le français, mais qui sont allophones, donc un son différent du français, et ils ont besoin d'acquérir déjà l'oral avant de passer sur l'écrit et la lecture en français. Alors vous avez plusieurs fers de lance, j'ai envie de dire, puisque vous traitez l'illettrisme. Oui. Qui est l'une de vos principales activités. Mais il y a aussi l'analphabétisme. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Alors la différence, l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de sa vie ou pas suffisamment pour que ça puisse être ancré, qu'il ait appris à apprendre. C'est un peu comme ça qu'on procède pour les apprentissages. Tandis que l'illettrisme, la personne a été à l'école, mais il y a eu des trous dans la raquette et la personne sort de l'école, elle a des difficultés dans la lecture et dans l'écriture. Donc l'idée des accompagner les personnes en situation d'illettrisme, c'est justement de combler ces trous pour qu'elles soient autonomes dans les usages de la vie quotidienne. Et vous avez une nouvelle bataille à mener contre l'électronisme. Alors c'est quoi? Alors l'électronisme, je dirais c'est une nouveauté, mais pas vraiment, puisque l'arrivée du numérique dans nos maisons fait que les difficultés aussi émergent. Alors là, ça concerne à la fois les personnes qui sont francophones comme les allophones, tous devant un écran, devant un smartphone, on se retrouve en difficulté pour des démarches administratives, pour aller acheter sur divers sites, pour tout simplement accéder à des savoirs qui sont numérisés. Donc là, la difficulté, c'est encore une fois l'usage de ces interfaces. Par quel bout on le prend? Ça peut être la borne SNCF du coin, c'est vraiment le guichet de la banque. Enfin, du numérique, il y en a de plus en plus. Et on n'a peut-être pas suffisamment préparé les gens, tout public, à se retrouver face à cet usage-là du numérique. Alors comment vous les préparez, vous, justement? Un peu comme on fait comme pour la lecture et l'écriture en version papier-crayon. Là, on bascule en numérique. On essaye d'identifier quelles sont les difficultés qu'ils ont dans l'usage. On a des fois des gens qui savent très bien envoyer un SMS, mais par contre, aller naviguer sur Internet, ce n'est pas le cas. Donc on essaye de repérer les difficultés et après de leur montrer pas à pas. Leur montrer et surtout qu'ils reproduisent. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec eux. Ça, c'est la petite subtilité qui n'est pas forcément la règle de base. Lorsque des gens vont voir les centres sociaux, le conseiller numérique ou autre, les professionnels ont tendance à faire, et on peut comprendre au regard du temps qu'ils ont très restreint, à faire à leur place. Malheureusement, ils ne vont pas apprendre. C'est didactique finalement ce que vous proposez. Oui. Et donc pas de cours magistraux, c'est dédié à chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut arriver demain, dire j'ai tel problème et vous allez faire un programme sur mesure. Oui, voilà.
C'est vraiment dans la pratique avant tout, l'usage. Moi, j'ai envie de passer le code, et bien très bien, on va voir les usages, les panneaux, tout ça, du code de la route. Une autre personne va se présenter. Moi, j'ai un examen à présenter, un niveau de langue à présenter dans 6 mois. Et bien, on va travailler, on va bachoter les examens blancs, et puis on va vous préparer aux exercices de l'examen. Alors concrètement, si on parle un peu plus de chiffres, vous avez beaucoup de demandes sur la Meuse? Alors, chaque année, on accompagne 100 personnes. Mais on accompagne 100 personnes parce que c'est les limites de nos moyens. En termes de bénévoles, en termes de structures aussi qui peut nous accueillir, parce qu'on est sur toute la Meuse, donc on se balade et on a un siège social à Bar-le-Duc. Mais en grosso modo, c'est une salle où on peut tenir à 10 et un bureau où on s'empile à 4 salariés. Le reste du temps, on va à la mairie, on va dans les salles des municipalités ou autres collectivités ou associations qui nous accueillent bien volontiers. Donc une centaine de personnes, c'est le maximum qu'on peut faire. Mais si on pouvait, avec des moyens X, on pourrait accompagner 200 personnes, 300 personnes, 500. Enfin là-dessus, les besoins ne manquent pas, en tout cas en Meuse. Concrètement, ça se passe comment? Quelqu'un vient toquer chez vous? C'est une liste d'attente? C'est en fonction de la place que vous avez? En fait, on a formalisé ça par le biais d'une fiche de prescription. Donc, on travaille avec une trentaine de partenaires qui nous envoient la fiche, monsieur ou madame un tel âge, telles origines, tel projet surtout, tel cursus scolaire aussi, ça va nous intéresser, et puis derrière, le projet personnel ou professionnel. Donc, une fois qu'on a ces éléments-là, on met en relation la personne qui demande à être accompagnée et un bénévole, et voir si ça match, parce que c'est aussi une rencontre humaine. Et des fois, le courant passe pas, et donc on se dit, c'est tout, on va proposer un autre bénévole, mais l'essentiel, c'est que les choses se fassent, et le plus rapidement possible, parce que souvent, c'est de l'urgence aussi qu'il y a derrière. J'imagine bien. Et alors, un bénévole accompagne pendant combien de temps à peu près une personne demandeuse? Si c'est quelqu'un qui prépare un examen, quelque part, ça va être la date de l'examen qui va nous donner la fin. Si c'est un projet X, ça peut durer autant de temps que la personne ressent le besoin. Il y a des gens qu'on accompagne pendant 6 mois, ça s'arrête parce qu'ils entrent en formation longue, on les revoit au bout d'1 an et on recommence. Là-dessus, c'est en fonction de leur vie, finalement, on s'adapte en fonction de leurs besoins. Alors tout ça, c'est gratuit? Comment ça se passe? Oui. Alors, on est financé, donc c'est jamais gratuit, mais on est comme financé par des fonds publics et ces financeurs-là permettent que ce soit gratuit, justement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se présente chez vous n'a pas besoin de payer les cours qu'il reçoit? Non. Le seul frais qu'il peut exposer, c'est éventuellement le ticket de train ou de bus pour accéder dans le local qu'on leur propose. Mais sinon, on essaie toujours de trouver un lieu en proximité pour que ça leur évite des longs déplacements. Voilà, que ce ne soit pas un souci supplémentaire que d'aller déjà en cours de français, c'est bien. Mais avec le souci du transport, ça rajoute des choses parasitaires qu'on n'a pas besoin. On va être focalisé sur l'apprentissage du français et pas autre chose. C'est toujours en présentiel, finalement, pas de distance? On a pu faire du distanciel, mais là encore, c'est plutôt les bénévoles et puis les apprenants qui décident entre eux. Ça peut se faire, mais pendant le Covid, on a eu forcément cette pratique-là, mais maintenant nous sommes vraiment en présentiel et on voit la différence. Le présentiel, c'est là que les choses, les subtilités, on perçoit plus les choses en étant en présentiel qu'en étant en distanciel. Dernière chose, quelles sont vos évolutions pour la suite? Qu'est-ce que vous imaginez pour le CRI? Plein de choses, forcément. La présidente n'est pas là, mais elle pourrait en dire plus long que moi. Mais nous, on a pour objectif d'avoir un local à Verdun, puisque c'est le problème de la Meuse, c'est que c'est très vaste. Et du coup, avoir une antenne à Verdun, ça permet d'apporter plus de services aussi sur le secteur du Nord meusien, amener notre fonds documentaire qui est pour l'instant basé à Bar-le-Duc, mais ce serait bien qu'on puisse le dupliquer à Verdun pour les bénévoles comme pour les apprenants, avoir accès au fonds documentaire plutôt que de devoir attendre qu'on le monte depuis Bar-le-Duc jusqu'à Stenay, jusqu'à la pointe meusienne. Et on espère que vous pourrez vous développer très rapidement. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.